C'est la troisième fois qu'il sort un livre, je l'ai dit, troisième fois en 3 ans. Il avait sorti en 2017 Servir, avait sorti le livre également Qu'est-ce qu'un chef en 2018, et là il va sortir Réparer la France, et je recite, parce qu'on ne sait rien de ce livre, sinon le communiqué de presse, j'ai ressenti le déchirement qui s'opère dans notre nation, l'impérieuse nécessité d'une véritable réconciliation nationale. Donc à quoi joue Pierre de Villiers? Mais là, on est vraiment en face d'une caricature de poupée, de marionnette mise en place par un système vieillissant qui souhaite accorder à un certain nombre de Français ce qu'ils ont espéré pendant longtemps, mais pour mieux les piéger, en fait. Vous avez voulu un homme à poigne, un militaire, vous avez voulu ce genre de choses, très bien, on va vous le donner, et il va mener une politique macronienne, hein, j'ai envie de dire, complètement, au-delà de ce que vous auriez imaginé. Et donc, on cherche désespérément une alternative. Pourquoi pas le général de Villiers, première chose. Deuxièmement, son nom est célèbre. Il a été rendu célèbre par son frère, son talentueux frère, et donc le général s'engouffre là-dedans. Troisièmement, il y a une demande d'autorité en France. Il y a une double demande, d'après moi, d'autorité et de patriotisme. C'est-à-dire qu'on est sorti de la parenthèse 68arde. La parenthèse 68arde, qu'est-ce que c'était? C'était premièrement, il est interdit d'interdire. Deuxièmement, les patriotes, c'est des pétainistes. Dans ce double cadre, on a fait 40 ans. On est en train d'en sortir. Il y a, vous avez vu ces sondages incroyables où on a une majorité de Français qui réclament une dictature. Une dictature. On a une majorité de Français qui réclament une dictature. Une dictature. Quel sondage qui disait écoutez, que... je l'ai vu il y a pas longtemps. Donc franchement, on peut aller vérifier sur Google. Je suis sûr de moi, je l'ai vu. Nous, on ne connaît pas. En tout cas, sur l'autorité, oui. Sur l'autorité, oui. Je n'ai pas des détails, mais je l'ai vu. Et pour moi, vous savez, la dictature, c'est pas ce qu'on croit aujourd'hui. La dictature, au départ, dans l'Antiquité romaine, c'est un moyen de sauver la patrie en danger avec un homme providentiel qui tient les rênes pendant 6 mois, 2 ans et qui les rend. Ça me va très bien. Non, mais si les conditions l'exigeaient, on ne sait jamais, hein, puisqu'on voit tellement de choses se passer auxquelles on ne s'attendait pas. En matière de recours, vous pourriez être présent ou pas si on vous appelait? Non, mais si les institutions ne fonctionnent plus, que c'est le grand désordre, que c'est la paillasse généralisée et que en plus face à la colonisation barbare qui est devant nous, il y a le séparatisme partout, il faudra qu'il y ait des gens qui se lèvent. Hein. Et là, ça pourrait être vous? Non, mais je pensais plutôt à mon frère. Ah, le général. Mais non, mais il y a des gens comme ça qui ne sont plus dans la vie publique et qui peuvent se lever le jour venu. Et moi avec, d'ailleurs. C'est-à-dire que moi, on pourrait envisager un tandem Philippe de Villiers et Pierre de Villiers. Ah, oui, je serais son chef d'état-major. On s'entend très bien, on s'aime beaucoup et on parle de la... Et vous savez, quand nous, on est une famille, quand on se voit, on commente le dernier match de tennis parce que il y a une compétition. Et ensuite, on parle de la France, voilà. Et quand on parle de la France, on est triste, on est inquiet. On est inquiet parce que la France est peut-être en train de disparaître. Donc, pour répondre à votre question, on ne laissera pas la France disparaître. Mais là, c'est intéressant ce que vous dites, parce que, pardon d'être un peu polémique, mais on recevait ici il y a quelques semaines Michel Onfray qui avait des mots très durs, hein, d'ailleurs, à l'égard de votre frère qui avait rejoint, je crois, un cabinet de conseil américain et qui disait qu'on ne fait pas ça quand on a été à la tête de telles responsabilités auparavant. Alors, ce qui est décevant, c'est très décevant, c'est d'avoir appris en effet que le général de Villiers a décidé d'aller pantoufler. Si j'ai bien compris, c'est dans un cabinet de conseil anglo-saxon, dans le Boston Consulting Group, le BCG, c'est très connu. C'est un des grands cabinets d'audit anglo-saxons. Voilà. Originaire de Boston, comme son nom l'indique. Voilà. Je trouve que ça pose quand même un vrai problème, parce que, sauf erreur de ma part, c'est la toute première fois en France qu'un ancien chef d'état-major des armées va se vendre dans une officine étrangère, et qui plus est américaine. Les autres chefs d'état-major des armées, traditionnellement, quand ils quittaient leurs fonctions, avaient des postes éminents, soit dans des institutions de la République. Je crois qu'il y en a un qui est devenu plus ou moins à la tête de l'ordre de la Légion d'honneur, mais je me trompe peut-être.
voilà, dans des institutions. Après, il y en a qui sont allés dans l'industrie de l'armement française. C'était déjà un petit peu moins bien parce que ça donnait à penser qu'ils pouvaient avoir voulu promouvoir des intérêts privés. Mais là, c'est carrément des intérêts privés étrangers. Ça ne va pas. Vous qui allez sans doute collaborer à sa revue Front Populaire, vous auriez envie de lui répondre ? Ah non, mais j'aime beaucoup Michel Onfray, donc je n'ai pas du tout envie d'entretenir une polémique avec lui. Michel Onfray est un homme qui pense juste, qui met la souveraineté au premier plan de son combat, de son analyse. Et bon, quoi qu'il puisse dire par ailleurs, je lui sais gré de son courage. C'est quelqu'un de courageux et qui voit juste. Et je suis très honoré qu'il m'ait demandé de participer à sa revue qui réunit les souverainistes des deux rives, comme dirait Chevènement. J'espère qu'on va parler football, parce que là, vraiment, c'était ma soirée. Hein. Ah oui, c'est une de vos passions. Mais moi, j'ai eu surtout des surprises dans votre livre, parce que je me suis aperçu qu'un général pouvait être écolo. C'est vrai. Et alors même, ça va surprendre, hein, parce qu'on connaît votre nom, on connaît votre frère, Philippe de Villiers, il pouvait même parfois être de gauche, dites donc. Mais peu importe. Donc on veut un homme à poigne, on veut un patriote, on cherche tout ça. Et dans la tradition française, je dis bien, quand la patrie est en danger et que le régime paraît dépassé, on va chercher un général. Quand la Révolution est en danger, on va chercher Bonaparte. Quand la France est en danger face au bellicisme allemand de Bismarck, on va chercher le général Boulanger. Quand c'est la guerre d'Algérie et que la 4e République semble dépassée, on va chercher le général de Gaulle. Ça, c'est un classique français. Là, aujourd'hui, on voit bien une France en miettes, la menace du séparatisme islamiste, les attentats, etc. Un pouvoir qui parle mais qui ne semble pas agir. On va chercher un général. Voilà. Je crois que c'est tout ce contexte-là qui favorise l'émergence de général de Villiers. Je vous le dis, ce genre de situation mène beaucoup plus sûrement à des coups d'État qu'à des renouveaux démocratiques. Dans un instant, et puis vous votez sur les réseaux sociaux, Facebook et surtout le compte Twitter de Sud Radio. Un petit point sur les votes, Jean-Marie. Eh bien, un point sur les votes, vous êtes 73% à répondre oui. Nous aimerions avoir un militaire à l'Élysée. Jackie qui nous dit, il me semble d'ailleurs que le dernier militaire qu'on a vu à l'Élysée était un homme d'État dans l'âme. C'est ça, allez, on débat tout de suite. Est-ce que le général de Villiers pense à 2022 en se rasant, Bertrand Soublé ? Quand il dit qu'il n'ira pas, c'est qu'il le pense vraiment et il n'a pas l'intention de changer d'avis parce que c'est un homme de parole. Quand il dit quelque chose, il s'y tient. D'ailleurs, quand il avait annoncé qu'il partirait s'il n'avait pas les moyens de faire et de remplir sa mission, eh bien, il est parti. Donc, moi qui connais très bien Pierre de Villiers, je peux vous dire que lorsqu'il dit quelque chose, il s'y tient. Bon, alors il cultive quand même l'ambiguïté et on le disait avec Philippe Bilger tout à l'heure, ses livres ressemblent quand même à des programmes. Servir, voilà, c'est un de ses livres, c'est le titre d'un de ses livres, Servir, ou encore Qu'est-ce qu'un chef, hein, Philippe Bilger, quand même, c'est assez énigmatique tout ça. Mon général, c'est sûr, on sait bien dans quelles conditions le général de Villiers est parti. Et souvent, on lui prêtait un destin politique, il disait « Je ne veux pas faire de politique ». Il a écrit, si je ne me trompe pas, 2 livres avant d'écrire celui-ci. Et tout de même, celui-ci, qui n'est pas très éloigné de l'échéance présidentielle, porte un très beau titre, d'ailleurs, qui est très profond. L'équilibre est un courage, donc plus de vision hémiplégique de la France. Et deuxièmement, comme le dit Philippe Rossi, réparer la France. Alors, peut-être, j'hallucine, j'anticipe, il me semble que ça n'est pas par hasard tout de même qu'il publie ce 3e livre, qu'il a ces titres-là, et peut-être a-t-il, même pour quelqu'un de cohérent, des idées qui viennent naturellement derrière la tête. À force d'être sollicité, il arrive même que les personnalités les plus fermes se laissent aller à quelques ambitions qui n'étaient pas là initialement. C'est pareil, le portable est devenu insupportable. Attention à la dictature du portable. On est finalement comme l'exprime le pape François dans cette belle phrase, dans une mondialisation de l'indifférence. Donc, le soir, quand je rentrais d'une journée de chef d'état-major, j'avais vu les plus grands de ce monde et je commençais à raconter ma journée.
Ma femme et mes enfants me disaient « Bon, papa, t'es sympa, mais il y a le lave-vaisselle à vider, après on discute. » Le corps. Quand on est chef, il faut soigner son organisme. Il faut s'écouter. Pas trop toutefois, parce que ça amène aux arrêts de travail. Un point sur lequel le gouvernement pourrait intervenir, je pense qu'il le fera, c'est que dès que l'on est en période de tranquillité, la réglementation augmente. Et là, la réglementation qui concerne les horaires de travail des anesthésistes réanimateurs est une réglementation de temps de paix. Elle n'est pas utilisable en temps de crise. Alors pendant la première crise, des éléments de cette réglementation sur les récupérations de garde ont été mis entre parenthèses. Je pense que quand on a ces situations de crise, même si les gens qui sont pas très contents qu'un droit acquis soit remis en cause, il faut les pondérer de manière à ce qu'on ait le personnel suffisant pour faire fonctionner ces réanimations. Alors, moi, je l'appelle le druide, parce que il est là avec sa faucille d'or dans son tilleul sacré. Il donne sa potion. Et le druide a l'air d'embêter les Romains. Donc, moi, j'aime bien Raoult. J'ai de l'admiration pour lui. J'espère le rencontrer. J'espère même l'accueillir ici au Fou. C'est un personnage, quand on l'écoute, quand on l'entend, tu vois, il est comme un trois-mâts du Vendée Globe avec la quille profonde. Il ne se laisse pas démonter. Il y a en France aujourd'hui des petites lumières qui s'allument. Petites lumières. Il faut les discerner, il faut les encourager. Un jour, elles pourront devenir des grands projecteurs, j'en suis persuadé. C'est la règle des 4 cons. Alors écoutez, il me semble que quel que puisse être le choix du général de Villiers pour 2022, de toute façon, c'est un monsieur qui a une audience, il a des centaines de milliers de lecteurs, et de toute façon, il aura, quoi qu'il arrive, un rôle dans la campagne. Il y a la nature horreur du vide, et là, il y a quand même un vide au niveau de l'opposition à notre actuel président, qui est absolument abyssal. D'ailleurs, l'Élysée, ça sort régulièrement dans la presse, s'inquiète de l'arrivée d'une personne inconnue, jusque-là inconnue au bataillon, c'est le cas de le dire, dans le monde politique. Et donc, on voit bien qu'il y a toute une espèce de mayonnaise qui est en train de prendre autour de personnes qui ont quelque chose à dire, qui ont une audience. Et donc, forcément, il aura un rôle à jouer, peut-être en soutenant une candidature, peut-être en y allant lui-même. Bon, là, moi, j'ai confiance dans les propos. Et votre avis à vous voudriez d'un militaire à l'Élysée, tiens, un général en 2022? Ce que disait Rosa Méziane tout à l'heure, c'est vrai que ça rappellera des souvenirs, bons ou moins bons selon les sensibilités. Le dernier militaire qui était à la tête de la France était le général de Gaulle. Donc je suis pas sûr qu'on puisse généraliser. Un militaire en soi, non. Oui. Comment je veux dire, on ne désire pas, me semble-t-il, un militaire en soi. Alors par esprit de contradiction, je vais dire le contraire. Je vais reprendre les propos du général Soublet. Il y a des vertus militaires qui me semblent manquent cruellement aujourd'hui à nos dirigeants. Ça, c'est sûr. Rosa Méziane. Moi, je le trouve intéressant. Pour le général de Villiers, donc, le retour de puissance de certains États, et notamment, et puisqu'il les cite, on va les citer aussi, la Russie et la Chine, est une menace pour la paix mondiale. Donc, pour contrer Russie, Chine et tous ceux qui osent penser à un destin national plutôt que mondialisé, le général propose un certain nombre de points visant à renforcer la coopération internationale. Premièrement, relancer l'idée de la construction d'une armée européenne. Donc fatalement hors sol, et couper des peuples, puisque ça sous-entendrait une armée européenne qu'un régiment polonais pourrait être établi dans une ville française, avec des Polonais qui n'auraient aucun sentiment pour la population qu'ils sont censés protéger. Deuxièmement, la création d'une industrie de défense européenne, où là encore je n'ai pas compris, puisque la France n'a pas grand-chose à gagner à la création de cette industrie de défense européenne, car elle est elle-même largement en tête en Europe en termes de technologie militaire. Donc les autres pays européens auraient quelque chose à y gagner, la France, personnellement, je vois pas trop. C'est ma
deuxième visite aux États-Unis depuis ma prise de fonction le 15 février. Et ce n'est pas un hasard, compte tenu de mon agenda qui est, comme vous pouvez l'imaginer, assez chargé. J'ai souhaité donner la priorité dans ma relation aux Américains, car je crois que la coopération franco-américaine conditionnera la réussite de nos missions opérationnelles dans les mois et les années qui viennent. Je pense qu'il faut apprendre à mieux se connaître. C'est pour ça que j'irai visiter 3 grands commandements, Stratcom, Centcom et SOCOM, et peut-être à mieux se comprendre, et c'est pour ça que les liens personnels que je tisse avec Martine Dempsey, je pense, contribueront à améliorer encore cette coopération franco-américaine. Je crois que nous avons en commun de pouvoir et de vouloir agir, en particulier contre le terrorisme. Et cette réunion que j'ai eue hier à la Maison-Blanche, cette réunion de travail ce matin avec Martine Dempsey, son état-major, sont des moments extrêmement importants pour moi pour construire et améliorer ce lien en matière de coopération opérationnelle que nous devons avoir avec nos amis américains. Préconiser également le rapprochement avec le Royaume-Uni et les Allemands. Alors avec d'ailleurs une phrase qui m'a assez amusé sur le Brexit, puisque il dit Brexit peut être une tentative de retourner à des frontières, mais qui doit être contrée tout en montrant qu'on ne s'éloigne pas des Britanniques, parce que les Britanniques sont trop cons pour savoir ce qu'ils veulent, évidemment. À côté de ça, autre point, il nous préconise de ne pas multiplier les structures militaires transnationales et de se concentrer sur le triumvirat ONU, OTAN, UE. Il le dit notamment à la page 171 de son livre. Et c'est là où je me suis dit, waouh, c'est vraiment, enfin, aujourd'hui, peu d'hommes politiques oseraient à ce point afficher leur sentiment aussi favorable pour ces 3 organisations. À la limite, pour l'UE, oui, beaucoup. Pour l'ONU et pour l'OTAN, beaucoup moins. C'était quand même très tranché, hein. Il le dit très clairement d'ailleurs. Et le soldat traverse finalement l'histoire et traverse les guerres. Les mêmes soldats français et américains, avec les mêmes valeurs, le courage, le dévouement, le sens du service. Ce sont des valeurs qui transcendent l'histoire. Et pour être tout à fait franc, ce matin, à Arlington, cérémonie extrêmement émouvante par son symbole, son dépouillement, parmi ces plus de 300 000 à 400 000 tombes, eh bien, je pensais à ces valeurs communes et à cette histoire commune qui font que c'est une véritable amitié extrêmement profonde et qui sont le socle de cette efficacité opérationnelle que nous retrouvons chez nos soldats d'aujourd'hui, français et américains, ensemble, tel que j'ai pu l'apprécier dans mon récent voyage au Niger et au Mali il y a quelques jours. Dernier point qui, moi, m'a fait hurler, le développement de notre lien transatlantique. En fait, c'est un atlantiste quasiment revendiqué, même si à un moment il dit qu'il n'est ni américanophile ni américanophobe. On comprend en fait que sa passion pour l'OTAN vient de son atlantisme. Ou l'inverse d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais toujours est-il que ça conduit au même point. Il faut suivre les États-Unis, il faut travailler le lien France-États-Unis constamment et ne pas en imaginer un autre. À aucun moment, il n'évoque la possibilité d'un rapprochement avec les États justement qui sont de retour avec une véritable puissance comme la Chine et la Russie. À aucun moment, il n'évoque la possibilité d'un axe européen Paris, Berlin, Moscou, comme l'ont fait un certain nombre de chercheurs, de stratèges militaires français. Et donc, en finissant ma lecture des œuvres du général de Villiers, et en lisant quelques-unes de ses interventions sur Internet, je me suis dit, on est vraiment en face de l'arnaque ultime du système. C'est-à-dire que là, on est en face de quelqu'un qui réellement est mis en place, à mon avis, par le système pour nous vendre un homme à poigne que, je pense, les classes moyennes et populaires attendent avec impatience. J'en fais partie, des classes moyennes. On attend ça avec impatience depuis longtemps, cette espèce de prise de pouvoir militaire qui foutrait au banc tous ces hommes politiques. Alors en fait, De Villiers n'a aucune intention de pendre les hommes politiques ou autre chose. Lui, ça restera ses copains, quoi qu'il arrive.
Et j'ai eu la chance d'être félicité par l'ensemble de la classe politique. Rosa Méziane. Moi, je le trouve intéressant en termes de candidat, puisqu'il bousculerait du coup l'échiquier politique, comme Emmanuel Macron l'avait fait en son temps, on ne l'attendait pas. Et puis surtout, il fonctionne un peu comme un trait d'union, en rassemblant les deux droites, l'extrême droite et la droite républicaine, qui, pour bien des raisons, n'arrivent pas à s'unir, alors que des personnalités comme Éric Zemmour ou comme Robert Ménard aspirent parfois à ce rassemblement des droites. Lui a cette capacité, il me semble en tout cas, à rassembler ces deux droites. Et puis, bien évidemment, il éviterait la polarisation entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Donc, vraiment, il viendrait complètement redistribuer les cartes. Après, concrètement, je pense que la France a envie d'une figure d'autorité, ou en tout cas quelqu'un qui incarne encore plus la fonction. Et du coup, le résultat ne m'étonne pas, parce qu'il a cette facilité peut-être à faire sauter les digues, vu qu'il n'est pas un politique. Mais, alors il vient pas de la société civile, mais c'est effectivement quelqu'un qui n'est pas du sirail politique. C'est l'homme qui a été capable de dire non par conviction au président de la République. Et donc il incarne toutes ces valeurs-là qui, je pense, à mon avis, un homme adulé par son armée et aussi respecté par les Français pour ses convictions, peut effectivement avoir sa chance. Alors peut-être qu'il attend, comme Emmanuel Macron, l'alignement des planètes et les astres, et qu'il ira, je ne sais pas, je ne le connais pas à titre personnel, mais en tout cas sa campagne pourrait être intéressant. Sondage de 2019, en cas de nouveaux attentats, un Français sur deux aimerait un militaire à la tête du pays. Et puis, figurez-vous que quand on tape Pierre de Villiers 2022 sur Google, eh bien, il y a plus de 300 000 résultats. Voilà, de ceux qui tapent Pierre de Villiers 2022. Non, pour moi, la première qualité, qui n'est pas suffisante, qui est essentielle et qui est surtout éliminatoire, c'est l'exemplarité. Comment peut-on demander à des subordonnés, à des équipes, de faire le contraire de ce qu'ils voient chez vous au quotidien? C'est un dossier aux multiples rebondissements. Tout commence en 2006. Laurent de Villiers porte plainte pour viol contre son frère aîné, Guillaume, pour des faits qui se seraient déroulés entre 1994 et 1997. En portant ces accusations à l'époque, Laurent de Villiers sait à quoi s'attendre. Ils ne me pardonneront jamais d'avoir brisé le silence et d'avoir remis en cause le clan, la famille. C'est intouchable, le sang. Surtout chez les aristocrates. Je l'ai dit à la justice, et la justice n'a pas fait son travail, une fois de plus. Et voilà. Et puis, il n'y a pas que mon frère de bourreau dans la famille. Je parle de la famille au sens large. Là. Ouais. Malheureusement, ça s'est fait sur génération. Hein. Au-dessus... Ça ne sort pas, ça reste ancré dans les arbres généalogiques. Oui, absolument. Ouais, absolument. C'est cette affaire de consanguinité, vous savez. On dit toujours des aristocrates qui sont consanguins, mais ça va beaucoup plus loin que ça, en fait. Et c'est tout à fait vrai. Hein. C'est très culturel, tout ça. Dans ce genre d'affaires, la justice a peur d'aller jusqu'au bout. Moi, quand je lis, par exemple, le rapport et les arguments de la Chambre d'instruction de Lyon, j'ai vraiment le sentiment qu'ils ont peur d'aller jusqu'au bout. Ils reconnaissent, d'un côté, les abus sexuels prescrits, et ils ignorent les viols, prétextant qu'il n'y a pas suffisamment de charges. Il y a plusieurs nouveaux témoignages qui ont révélé récemment les travers pervers et les coutumes incestueuses de l'accusé, et ces derniers écrits semblent être ignorés. Je constate aujourd'hui, le 3 octobre pour vous aussi d'ailleurs, que Albin Michel, l'éditeur, publie le nouveau livre de Philippe de Villiers, le roman de Charette. Et l'éditeur d'ailleurs dans sa promotion admire les ressemblances entre les deux héros de Vendée. Mais votre père n'est plus un personnage politique. Non, mais il s'est retiré de la politique, il l'a fait de Et- façon très claire. Aujourd'hui, il n'est plus du tout aux affaires. Étonnant cette date de sortie. On annonce le 3 octobre la reconversion littéraire de Philippe de Villiers par son premier roman, le lendemain d'une décision de justice qui aurait pu être beaucoup plus grave. Vous comprendrez pourquoi moi je suis pas totalement surpris aujourd'hui de cette décision. Scène étonnante après, vous écrivez, vous racontez que fatigué par le pessimisme de vos amis, vous organisez une soirée avec votre père, parce qu'eux n'y croient pas, hein, vos amis. Vos amis en ressortent séduits, alors qu'ils ont mis leur vie entre parenthèses pour m'épauler. Philippe de Villiers leur propose une nouvelle existence, il fait marcher ses réseaux, accepte un de vos amis en 3e année de droit à la Sorbonne, il fait entrer un autre de vos amis dans son équipe européenne à Bruxelles. Toutes les conditions de la réconciliation sont respectées. Vous dites, je peux partir serein aux États-Unis, une nouvelle vie m'y attend. Je suis convaincu de la bonne foi de mon père. Nous sommes convenus de laisser la justice refermer l'affaire et prononcer un non-lieu à une seule condition, ne pas m'accuser de mensonge.
À peine un mois s'est-il écoulé que des amis me rapportent ce qui se passe en Vendée. Ta famille raconte à tout le monde que tu as menti et que tu es celui qui a demandé pardon. Et c'est ça, évidemment, qui vous fait à nouveau changer d'avis. Oui, petit à petit, en fait, bon, je suis aux États-Unis à l'époque et puis je prépare mon mariage et donc j'essaie de prendre du recul, mais c'est vrai qu'on est petit à petit venu à cette demande où il me dit il faut que tu ailles chez le magistrat, puisqu'ils veulent pas clore l'affaire, ils veulent pas prononcer de non-lieu. Parce que je suis venu quand même avec une lettre d'aveu de mon frère, avec des textos dans lesquels il me demande pardon pour les blessures qu'il m'a infligées. Il y a beaucoup de choses quand même. Il y a des enregistrements de personnes qui reconnaissent les confidences que je leur ai fait. Donc la justice n'avait pas envie de lâcher l'affaire à l'époque. Et donc quand je suis convoqué, mon père me demande il faut que tu ailles mentir. Et c'est là où j'ai dit je peux pas, c'était pas possible. Et j'ai compris à ce moment-là que j'avais été trahi, que la reconnaissance que j'avais espérée n'était pas là. C'était surtout ça que je voulais avoir. Et je pense que ce que toutes les victimes veulent avoir, c'est la reconnaissance d'abord des proches, parce qu'il faut être entouré, il faut être aimé, puis aussi du bourreau. C'est important. La reconnaissance du fait que la victime, c'est bien eux et pas le bourreau. Vous parlez de cette culpabilité, parce que les faits ont commencé, vous aviez 8 ans. Donc la fameuse scène où vous surprenez votre frère en train de se masturber devant un film porno, où il vous oblige, vous avez 8 ans, à regarder le film avec lui. Et ensuite, les viols commencent quand vous avez 10 ans, je crois. Et vous dites, comme beaucoup de victimes d'inceste, que la honte et la culpabilité, vous l'avez ressentie dès le début. Et finalement, elle ne vous a jamais quitté pendant tout le moment où ces faits se sont déroulés, et bien longtemps après. Vous vous demandez pourquoi j'accepte, pourquoi je n'arrive pas à m'y opposer, est-ce que c'est moi qui ai un problème? Au départ, c'est un jeu, et comme mon frère était assez violent de nature, j'avais l'impression que c'était de l'amour. C'est souvent comme ça, hein, on joue au docteur. Hein. Et puis petit à petit, ça s'aggrave, et c'est là où il y a un dégoût physique d'abord, donc effectivement une certaine honte, on se sent sale, mais c'est en grandissant, c'est par l'adolescence, quand on développe sa vraie sexualité, qu'on comprend la gravité de la chose, et du coup tout devient très très difficile. Est-ce que vous vous êtes débarrassé de ce sentiment de culpabilité aujourd'hui? Alors, par rapport aux faits, oui. Parce que je pense que j'ai réussi à laisser la blessure au passé. J'ai moi-même j'ai un psychiatre qui m'a beaucoup aidé. Encore une fois, j'ai été très entourée. Mes amis, ma femme, enfin tout l'entourage. Donc c'est important. Ce qui est encore très difficile à accepter, puis finalement, je ne sais pas si je l'accepterai un jour, c'est l'abandon de ma famille, de voir Philippe de Villiers à la télé comme ça prononcer les mots qu'il prononce à la conférence de presse. Et on sent qu'encore aujourd'hui c'est très difficile. C'est très difficile. Ouais. Natacha Polony. Oui, juste, je voulais ajouter que sur cette question de la culpabilité, on a l'impression qu'elle est renforcée par le fait que vous êtes dans un contexte familial où justement le rapport au corps est extrêmement problématique. C'est-à-dire que vous racontez en permanence de la détestation du corps, la détestation de la sexualité, c'est-à-dire une interprétation du catholicisme qui est véritablement, justement, on a l'impression à vous lire, porteuse de cette perversion. C'est-à-dire qu'il y a un rapport totalement malsain et qui crée du malaise. Il y a tant d'interdits, de tabous, de choses qu'on ne peut pas faire. Ce jansénisme dont vous parliez tout à l'heure, oui, c'est vrai qu'il mène à ça finalement. Même écrire des lettres d'amour à une petite copine, c'est interdit. Même l'amour est interdit. Oui, même l'amour est interdit. Aujourd'hui, j'ai une fille de 3 ans. Je vois pas comment on peut en arriver là, à dire à un enfant de 12 ans t'es un hooligan parce que t'as écrit je t'aime à une petite fille, quoi. Oui, c'est une interprétation du catholicisme qui est quand même assez particulière dans la mesure où c'est pas c'est tout plus à fait qu'une interprétation, c'est dérivé, c'est dérivé. Vous savez, c'est comme dans la religion musulmane, il y a des gens qui disent Inch'Allah parce qu'ils se font sauter, il y a des gens qui disent Inch'Allah parce qu'ils souhaitent quelque chose de beau. C'est pareil dans cette religion catholique, ça a été très instrumentalisé, mais c'est plus la religion catholique à ce point-là, c'est autre chose encore, c'est de l'intégrisme. Alors Pierre de Villiers, il écrit des livres, et voilà, tranquillement, et en fait c'est les Français qui le plébiscitent, hein. C'est un petit peu l'inverse de ce que vous dites, Amélia. Hein. Oui, mais tout le monde écrit des livres. Vous savez, ceux qui le plébiscitent, ce sont ceux qui ont le fantasme d'un militaire, parce qu'un militaire, ça renvoie quoi? La rigueur, la droiture, la parole. Mais vous savez, moi je le connais pas ce monsieur, mais entre votre métier et puis ce que vous êtes en tant que personne et vos convictions, c'est deux choses différentes. Là, je vous trouve très pessimiste, Amélia, tout de même. Et le titre du livre du général de Villiers rejoint vos préoccupations, puisque j'interprète le titre « L'équilibre est un courage », comme la volonté précisément de réunir une France qui est pour l'instant éclatée en 1000 familles, en plusieurs communautés, et donc de faire lien. Mais peut-être ai-je une vision un peu trop optimiste de ce Jean Dorido. Mais quand vous dites entraîneur de foot, c'est quand même réducteur. Ça a quand même été un grand général. J'ai répondu à Marc. C'est ça, oui, je sais bien. Mais non, j'ai répondu à Marc. J'ai répondu au portrait qu'il faisait. Pas n'importe qui. Il a quand même dirigé l'armée française. Je n'ai pas parlé de Villiers en disant entraîneur de foot. J'ai répondu au portrait que faisait Marc. Oui. Non.
En revanche, là où je taquinais le général de Villiers, c'est mon côté office happiness manager. Ça oui, mais ça c'est parce que c'est ce que j'ai lu dans ses livres. Voilà. Donc, dernier mot, et pas dans sa biographie. Oui, vous avez raison. Il n'est pas politique pour l'instant. Dernier mot, un feu de paille alors pour vous? Je pense. Ok. Alors. Là, voilà, c'est comme si je pariais, donc si je me plante, je vais être ridicule. Mais bon, je tente. Vous avez un message sur votre téléphone, je crois que c'est. Mais je pense que réparer la France, c'est peut-être intéressant d'écouter tous les points de vue. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des problèmes en France. Et fondamentalement, le mot réparer, quand la voiture a un problème, on aurait préféré restaurer, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon, après, c'est peut-être de la sémantique, mais c'est comme le séparatisme. On est en train de discuter de séparatisme sur un point de religion, et en politique, il y a une séparation de plein de sujets. Donc, essayons de comprendre un petit peu ce qui permet à la voiture de recommencer à fonctionner ensemble. Et c'est déjà un bon point. Donc, moi, je considère que c'est important d'écouter ce genre de dialogue et d'en tirer la quintessence de tous les côtés. Or, qu'est-ce que l'on constate ? On constate que tous ces partis politiques, en définitive, dans la mesure où ils acceptent d'une autre Europe, une union, ils ne se déclarent jamais contre l'Union européenne et contre l'euro. Ils proposent toujours, ce sont des alter-européistes. À partir de ce moment-là, ils sont grignotés, ravalés par le système. L'Europe est un grand continent aux racines profondes. Je crois profondément au génie français. J'étais le chef d'état-major des armées de la première armée européenne engagée en opération, la deuxième du monde occidental. Et c'est une tradition dans notre continent européen. Je crois que cette jeunesse, elle mérite qu'on s'y intéresse, elle mérite qu'on la respecte. En tout cas, moi, je crois que c'est un signe d'espérance pour la France. En tout cas, vous nous donnez une belle leçon d'espérance, et je crois qu'il faudra qu'on vous rappelle au service, non pas comme chef d'État des armées, mais au pouvoir. On a besoin de gens comme vous, je le crois. Merci à vous en Merci. tout cas.